le cheminement, c'est intéressant parce que le premier livre qu'on a sorti s'appelle Les attentats à la lumière de la conscience, parce que c'est une question qui m'a été posée par Aurélien Verger et qui m'a amené à réfléchir. Et le deuxième, on a gardé évidemment en sous-titre pour qu'on voit bien que c'est le même livre, mais j'ai choisi une phrase qui vient d'un livre qui s'appelle Un cours en miracle et qui c'est « Tu rêveras de paix et tu t'éveilleras ». Puis tu t'éveilleras. En fait, je trouve que c'est important ce mot de paix, parce que moi j'ai été un homme en guerre. Voilà, j'ai passé quasiment les 3/4 de ma vie en guerre. Voilà. Et en même temps, j'ai eu un cheminement, il y a Yvan qui est là, on se rappelait qu'on s'était rencontrés au moment où je travaillais sur la mondialisation. Mais ça fait 20 ans, 30 ans que j'écris, j'ai écrit des romans, des essais. Mon premier essai, c'est un essai sur le Front National, quand le Front National est arrivé à Toulon. Et puis, j'ai commencé à travailler sur les sous-tendus économiques. Donc, pourquoi est-ce qu'un pays où il y a 5% d'électorat pujadiste arrive maintenant à 40-50% d'électorat lepéniste. Et dans ce travail, j'ai écrit un livre qui s'appelle La mondialisation racontée à ceux qui la subissent, qui s'est très très bien vendu parce qu'il est sorti 15 jours avant que José Bové démonte le McDonald's de Millau. Donc c'était un peu une espèce de... Voilà. Et puis j'ai participé à la création de l'association Attaque et le livre a été vraiment porté par l'association Attaque. Puis j'ai écrit un livre, donc le second tome, qui met vraiment en avant la notion de décroissance. Voilà. Et puis je me dis, mais finalement, moi je fais comme tous les chercheurs, hein, tous ceux, à part Pierre Rabhi, tous ceux qui travaillent sur le sujet, c'est-à-dire que je parle et je raconte des choses, mais que je n'expérimente pas moi-même. Voilà. Je suis copain avec Serge Latouche, qui a été un des économistes de la décroissance, et un jour je lui ai dit, dis-moi comment un professeur émérite peut rentrer en décroissance puisqu'il a un salaire fixe. Voilà. Il m'a dit, je prends le train quand je me déplace. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que on est sur des a priori. Et un jour, j'ai dit, tiens, je vais essayer, moi, qu'est-ce que c'est la décroissance. Donc à l'époque, je gagnais assez bien ma vie avec mes droits d'auteur, et en plus, je travaillais dans des circuits, dans des festivals de théâtre, voilà. Et puis, je me dis, comment on fait finalement pour expérimenter un autre mode de vie où on va regagner un peu d'autonomie. Et j'habitais depuis 30 ans à Soliesville, dans un village, voilà, où j'avais une petite maison de village, un petit appartement, je ne dépensais pas beaucoup d'argent, mais bon, quand même. Et puis, je me retrouve à à aller habiter dans la haute vallée de l'Aude, et je ne sais rien faire de mes mains, et je veux un habitat qui ne soit pas un habitat en béton, qui soit pas... Voilà. Et donc je tombe tout à fait par hasard sur un jeune charpentier écologiste qui fait des maisons en terre et en paille. Et je construis avec lui, il m'apprend de A à Z comment on fait, je fais moi ma maison, mais accompagné par lui. Et j'arrive à faire une maison de 80 mètres carrés habitable qui me revient à l'époque à 65 000 €. 60 000 € plus 15 000 € de terrain viabilisé. Donc avec 75 000 €, disons 80 000 €, j'arrive à avoir une maison. Et là, je change de lieu, donc j'ai plus de réseau. Il se trouve que mes livres commencent à moins se vendre parce que je commence à toucher des choses qui sont moins... La mondialisation, c'est-à-dire on est tous victimes de quelque chose, donc ça marche très bien. Et je commence à me dire, mais qu'est-ce que nous... C'est où notre part là-dedans? Et puis j'adore cette phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et je m'aperçois qu'effectivement, je dépense beaucoup moins d'argent, que j'ai mon potager, que j'ai une vie super agréable, mais je me sens un peu seul, c'est-à-dire que je m'aperçois que je suis très limité dans mes savoirs, voilà. Et je vais me retrouver en Ardèche, dans un éco-hameau dont je suis un des membres fondateurs. Et là, c'est absolument, voilà, pour moi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, il y a on est 10 familles, et dans ces 10 familles, il y en a un qui sait faire ça, il y en a un qui sait faire ça, il y en a un qui sait faire ça, et on est tout le temps en train de faire des choses ensemble. Et, voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, j'ai écrit un livre sur la maison de l'Aude, et puis,
là, j'arrive à une espèce de limite où je me dis, mais finalement, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans maintenant, mais ça faisait 20 ans à l'époque, que je travaille sur les notions de mondialisation avec des entrées économiques, sociologiques, géopolitiques, et je m'aperçois que chaque fois, je prends ça, je déshabille Pierre pour habiller Paul. Hein. Je fais que bouger des pièces de puzzle, mais je ne change rien. Et je me suis aperçu que dans mon expérience de décroissance, j'ai changé quelque chose, c'est que j'ai changé ma vie. Et d'un seul coup, moi qui étais en guerre, mais vraiment, je roulais à 200 km/h sur la route, j'étais prof d'arts martiaux, de boxe américaine, voilà. J'étais en guerre dans mes relations, voilà. Et là, je commence doucement à m'apaiser. Voilà. Et puis, à l'époque, Claire qui a fait les illustrations de ce livre, on échange beaucoup et on échange sur le fait qu'il y a une notion qui manque, c'est ce qu'elle appelle l'écologie des sentiments. C'est-à-dire que c'est bien beau d'être écologiste, mais voilà. Et je connais beaucoup d'écologie, je connais beaucoup de très bien ce milieu. Je travaille avec Pierre Rabhi, je fais un film sur lui, je lui consacre un chapitre dans un de mes livres, voilà. Et puis j'ai vu dans son environnement des gens qui avaient un peu quand même... Voilà. Et en discutant ensemble, on se dit, il faudrait faire quelque chose où on va introduire la spiritualité dans ce phénomène-là. Et donc on a écrit un livre tous les deux qui est par l'édition Flammarion, qui s'appelle Nous réconcilier avec la Terre, où on interviewe des gens. Il y a un moine bouddhiste, il y a Gilles Clément, le paysagiste, il y a un scientifique, Jean Stone, il y a Annick de Souzenel, et on part à la quête de qu'est-ce que ça serait. Vous avez vu Demain, et vous avez vu En quête de sens. Oui. Voilà. Et ben c'est Nous réconcilier avec la Terre, c'est plutôt vers En quête de sens. C'est-à-dire que on pose plus seulement le débat en termes techniques, on va dire, on le pose aussi en termes de limitation de ressources, etc., en termes de transformation personnelle. Voilà. Et puis pendant 4 ans, je traverse une période où j'écris plus, j'arrive plus, j'écris des livres, mais bon, voilà. Et puis arrive une période où je me mets à écrire, mais j'ai transformé mon écriture, c'est-à-dire que j'aborde le domaine par la spiritualité. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Rencontre avec soi, et mon éditeur de l'époque, Flammarion, en gros me dit c'est Martin, c'est gentil, mais vous êtes un spécialiste de la mondialisation, vous n'allez pas nous faire... On a d'autres spécialistes de la spiritualité, quoi. Voilà. Le seul qui est connu, qui fait vraiment le lien entre les deux, c'est Pierre Rabhi. Mais sinon, ça reste des domaines vraiment séparés. Voilà. Et puis, là-dessus, donc vient cette question qui est posée, et d'un seul coup, c'est comme un truc, il faut que j'écrive un livre sur les attentats où je vais vraiment poser le problème. Et pour moi, le problème, il est vraiment simple. L'humanité est en guerre, hein, tout le monde peut le voir. Je suis un 7 milliardième de l'humanité, donc j'ai un 7 milliardième de cette guerre en moi. Si je peux pacifier cette guerre en moi, j'ai fait ma part, point barre. Voilà. Et je le fais, c'est un travail que je fais. Je suis pas vraiment au bout, mais par rapport à quelques années en arrière, voilà, j'ai fait de gros progrès. Voilà. Et à partir de là, il n'y a plus de jugement, chacun passe par une étape, à un moment de sa vie, et s'il met de la conscience sur ce qu'il rencontre, eh bien, il va faire son propre chemin. C'est juste pour moi une histoire de conscience. Voilà. Après, on peut toujours jeter la pierre à l'autre, dire oui, mais toi, t'as pas fait ça. C'est marrant. Donc, j'habite dans un éco-hameau écologiste, avec des toilettes sèches, des réserves d'eau, des panneaux solaires. Moi, j'ai une maison en paille, etc. Et puis, il y a des gens qui disent « Ouais, mais alors, tu as une toiture végétalisée, alors il y a une bâche dessus. » Ouais, d'accord, effectivement, il y a une bâche dessus. Mais c'est ceux qui font rien qui reprochent à ceux qui font de ne pas faire assez. Voilà. Et donc, voilà, maintenant c'est fini. Je fais ma vie. Et puis, si je peux échanger, j'échange. Si je peux montrer, je montre. Voilà. Et puis, le reste du temps, j'essaye d'être, comment on va dire, quand j'ai commencé ma première expérience de décroissance, mes revenus ont été divisés par 4. Voilà. Et aujourd'hui, je vis très bien avec 800 € par mois. Voilà.
j'ai une retraite de 1100 euros. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas de droit d'auteur. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Si j'ai des droits d'auteur, il y a un projet de création d'un écolieu juste à côté de chez moi. Je mettrai cet argent dedans ou dans un autre projet. Voilà. Et je ne veux pas dépasser de toute façon cette somme. Voilà. Pour moi, j'ai une petite dette envers ma soeur, donc je gagne 300 euros. J'essaye de les mettre de côté pour les rendre tous les mois. Mais sinon, je vis vraiment avec 800 euros. J'ai une voiture, je mange bien, je fais la cuisine, j'ai un potager, et puis je vis en Ardèche. Ne serait-ce que le prix de la nourriture, c'est au moins 30% moins cher qu'ici. Voilà. Le terrain, donc ma maison, ma nouvelle maison que j'ai fait aussi à 80% de main d'œuvre, m'est revenu 65 000 euros, pareil, maison de 80 mètres carrés habitable. Voilà. J'ai j'ai un poêle de masse que j'ai fait moi. Je passe une stère de bois par an parce que j'ai un système, j'ai pas de chauffage solaire, j'ai simplement du solaire passif. Donc j'ai des grandes baies vitrées au sud et j'ai une dalle en terre et des cloisons en terre qui stockent. Voilà. Et en hiver, s'il y a 2 heures de soleil dans la journée, il peut faire moins 5 dehors, il fait 22 la nuit chez moi. Voilà. Et puis le matin, bon, il fait un peu plus froid, mais le soleil remonte vite. Et je me suis aperçu, parce que je roule au GPL, et donc il n'y a pas de station GPL. Donc en général, quand je viens dans le Var, quand je remonte, je fais mon plein de GPL. Et là, la dernière fois que je suis venu, c'était pour Noël. Et je refais le plein ce matin en partant. Je fais 400 km avec mon GPL, donc je fais 100 km par mois en voiture. Je roule à pied, je marche à pied, et j'ai... Et donc voilà, ma vie, aujourd'hui, c'est une transformation permanente avec beaucoup d'échanges. J'habite aussi dans une petite commune où il y a 220 habitants. Et c'est cette commune qui a décidé de créer un éco-hameau parce qu'il y a une classe unique, il y avait 22 élèves, donc on parlait de supprimer un demi-poste, etc. Donc ils ont créé ce hameau transgénérationnel pour faire venir des enfants, bon, moi je me suis glissé dedans, pour faire venir des enfants pour l'école, et ils ont vraiment accompagné ce projet. Donc je dirais que je suis presque dans un lieu idéal, et en même temps quand j'y suis, je me dis mais au fond, je suis à ma place, c'est tout. Hein, parce que je peux me plaindre, je suis à tel endroit, ça ne fonctionne pas à tel endroit, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on attire vraiment ce qu'on est profondément. Et quand on est en accord avec soi, on est en accord avec le lieu dans lequel on vit, on est en accord avec les gens qu'on rencontre et avec qui on est. Et si ça arrive, hein, dans l'éco-hameau, tout n'a pas été très très simple au départ, mais aujourd'hui, vraiment, je vous dis, c'est une merveille, quoi. On a fait des petits pas les uns vers les autres, on s'est bien aperçu que là, il y avait une petite limite, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment, Aurélien Virgile le connaissent, Claire le connaît, c'est vraiment, Zouzou aussi, c'est vraiment un endroit, voilà, c'est une merveille. Et je me suis aperçu que là où je mettais beaucoup d'énergie pour essayer d'atteindre des espèces de chimères, il m'a fallu arrêter de dépenser de l'énergie pour être vraiment bien dans l'endroit où je suis. C'est-à-dire je ne cours plus après rien. Voilà. Et du coup, tout devient simple. Voilà. Il suffit juste d'être vigilant. Quand il y a quelque chose qui se passe, on ne le laisse pas traîner. Voilà. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose qui pourrait se passer avec mon voisin, on pose cash, et puis voilà, et puis ça se règle. Et comme on a en plus un groupe qui est intelligent, qui fonctionne bien, si jamais il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes, mais ça n'existe plus maintenant, ça s'est passé au début, le groupe régule doucement. Et au début, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait sur 9 familles, et on a 10 maisons parce qu'il y a une maison commune, sur 9 familles, en fait, il y a un noyau qui s'est formé où on était à peu près 5 à être d'accord sur le fond, profondément. Et après, on essayait de mettre de la forme, c'est-à-dire faire un règlement intérieur, parce qu'on avait un voisin qui lui disait « mais je vais faire un bardage en teck parce que c'est plus écolo que le Douglas, parce que ça dure plus longtemps. » Voilà. Et il a fallu faire comprendre, en plus il travaille dans l'humanitaire en Afrique, que le teck c'est... Bon, voilà. Mais donc il a fallu mettre des formes. Donc on a mis... Alors, lui, il voulait discuter de tout, par exemple, est-ce que ça c'est écolo, est-ce que ça c'est pas écolo. Donc on a créé un règlement intérieur en disant il ne peut pas être utilisé de matériaux qui n'est pas approuvé par le groupe.
Donc on a réglé le problème. Et petit à petit, en fait, on n'a rien réglé parce que il faisait quand même ce qu'il voulait. Et c'est dur à un moment de dire, hein, voilà. Et en fait, on s'est aperçu que le noyau, il tourne comme ça et il aspire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans la dynamique originaire, c'est-à-dire de là, ce qu'on est vraiment venu chercher, eh bien vous vous retrouvez à la périphérie. Voilà. Et ça demande à chacun des membres de créer le groupe. Et le groupe devient créateur de chacun des membres. C'est-à-dire c'est un aller-retour permanent. Voilà, comme je sais que vous avez un projet d'éco-hameau. Si vous voulez, je vous donnerai des petits trucs à éviter, des trucs à faire, juste les... Hein. Mais après, pour le reste, c'est simplement pour moi cette intelligence-là. Si on est d'accord sur le fond, la forme n'est pas importante. Donc au début, on avait des réunions, on notait tout. Et puis il y en a un qui répondait que c'était un lecteur de rapport. Il disait oui, mais là, on avait dit tel mot, c'est tel mot, etc. Et puis aujourd'hui, on rigole tout ça parce que tout ça, c'est derrière nous. Ouais. Voilà. Et bien maintenant, je ne sais pas, vous voulez qu'on ouvre vers quoi qu'est-ce qui vous... Revenir peut-être pour faire le lien sur peut-être les attentats ou l'histoire humaine, quoi. Voilà. La violence actuelle. Donc après que Aurélien Vergy m'ait posé cette question, j'ai commencé à réfléchir. Et puis je suis allé un peu travailler sur la radicalisation de l'islam. Voilà. Je me suis aperçu que c'est un mot qui arrive dans les années 90. C'est l'administration américaine qui parle de cette radicalisation de l'islam. Et en fait, c'est les Américains qui, dans les années 80, ont armé les moudjahidines afghans pour lutter contre leur ennemi juré de l'époque, l'Union soviétique. Donc c'est qui avait la poule, hein, voilà. Et en fait, c'est un mot qui est inventé pour les besoins de la circonstance. Je pense qu'il y a vraiment une radicalisation, mais ce n'est pas la radicalisation particulièrement de l'islam. Pour moi, c'est la radicalisation de l'humanité. Voilà. L'humanité, vous savez, elle est partie d'Afrique, une ou quelques souches. On pense peut-être une seule souche. Et elle a colonisé le globe. Hein, vous savez, ils sont partis, ils sont passés par le détroit de Bering, ils ont redescendu. Voilà. Et aujourd'hui, la Terre est entièrement colonisée par l'humanité. Et on arrive au maximum des ressources, on les a déjà dépassées, on pourra parler un peu de l'empreinte écologique, sauf qu'on continue de croître, on est 7 milliards, vous savez qu'au début du XXe siècle, 1 milliard 500 millions sur la Terre, dans les années 60, 3 milliards, et on est à 7 milliards, c'est exponentiel, ça va de plus en plus vite. On pense qu'on va se stabiliser, les démographes pensent qu'on va connaître une régression. On est du reste en régression de natalité. Il y a eu ce contre-mouvement qui a été le baby-boom après la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, on était déjà en régression de natalité, sauf que comme on est de plus en plus nombreux, même si on fait de moins en moins d'enfants, on est de plus en plus à faire de moins en moins d'enfants, on fait donc toujours plus en plus. Et on pense que ça devrait se stabiliser vers 2030 à 10 milliards. Et qu'à partir de ce moment-là, on pourrait commencer à redescendre. Sauf qu'aujourd'hui, donc l'empreinte écologique, début des années 2000, fin des années 90, on a besoin aujourd'hui de 21 hectares par habitant pour notre nourriture, eau potable, chauffage, construction de maisons, recyclage des déchets. Et en fait, nous disposons de 18 hectares par habitant. Donc nous surconsommons la Terre, c'est pour ça qu'on dit globalement, si on vit tous sur ce mode-là, on a besoin de 2 planètes. Voilà. 6 planètes si on vit tous comme les Américains, une demi-planète si on vit comme les Afghans. Et on a plutôt tendance à aller tous vers les Américains que vers les Afghans. On n'arrivera pas à être tous comme les Américains. Mais donc on est une fin de cycle, on est écologiquement devant un mur, c'est tout, voilà, c'est simple. Et là-dessus, on s'aperçoit que
on le voit dans le film de même, mais on le voit aussi il y a plein de choses qui sont en train d'éclore. Il y a un mouvement qui s'appelle Libérer l'entreprise. Il y a le biomimétisme. Si ça vous intéresse, vous tapez Idriss Aberkane, un jeune beurre de banlieue qui enseigne à Stanford et à Polytechnique Paris, qui démontre qu'on a tout dans la nature pour produire tout ce dont on a besoin sans générer aucun déchet. Tout. Il vous montre un exemple, c'est un tout petit mollusque comme ça, qui a un bélier, avec son bélier, il est tout petit comme ça, il fait péter un aquarium blindé. Et il dit que la colle, par exemple, la plus efficace, mais beaucoup plus que tous les polymères, etc., c'est la moule quand elle s'accroche à son rocher. Et que donc il y a un système très simple, on accroche une moule sur un cylindre qui tourne, on le fait tourner doucement, et donc elle tire, et on a une colle extraordinaire, on n'a aucun déchet, et c'est la meilleure colle possible. Ma maison, par exemple, la botte de paille, c'est le meilleur isolant qu'on puisse avoir sur le marché. Si on construisait toutes les nouvelles maisons en France, en botte de paille, on aurait besoin de 10% de la production de blé tendre. Voilà, et je ne parle pas de l'orge, l'avoine, la lavande, etc. En fait, on a tout ce dont on a besoin. Et il suffit juste de changer d'état d'esprit. Et à un moment donné, dans sa présentation, il montre une plateforme offshore. Et ils diront qu'on montrera ça à nos enfants, donc lui il a une trentaine d'années, donc quand on montrera ça à nos enfants dans 10 ans, 15 ans, et qu'on leur dira voilà comment on produisait de l'énergie, ils nous regarderont effarés. Et il dit parce qu'on produira de l'énergie et il montre une hydrolienne, c'est un truc, en plus c'est beau, c'est une espèce c'est une éolienne qui flotte sur l'eau, comme ça, qui se balance, on dirait presque une danse comme ça. Et on va retrouver, je pense, le goût de l'esthétique. Vous voyez de quoi on se coupe? On se coupe de la nature, on se coupe du sens du beau, on se coupe du sens de ce qui est bon, ne serait-ce que gustativement, ou bon pour les yeux, etc. Et je pense vraiment qu'il y a un mouvement de retour qui est en train de se faire. Et comme j'habite dans un village où on a des temps d'activité périscolaire, mais on n'a pas les moyens de les financer, on fait et comme moi je suis un grand-parent, que j'ai du temps, je fais des ateliers philosophiques à des gamins entre 5 ans et 11 ans. Je suis halluciné. Nos enfants ont toutes les réponses aux questions que nous nous posons. C'est eux qui ont les réponses. Je vous garantis, c'est hallucinant. Je vais vous donner un exemple. Dans Rencontre avec soi, j'écris un petit texte à ma petite fille qui à l'époque a 12 ans et je lui raconte l'histoire du Big Bang. Je lui dis voilà, on s'accorde aujourd'hui pour la création de l'univers, le Big Bang. Alors qu'est-ce que c'est le Big Bang? Donc tu prends, chez moi en plus on voit la Voie lactée, c'est extraordinaire. Je dis tu vois toutes ces étoiles là, bon. Et tu multiplies ça par 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Hein, et puis tu prends un tout petit point là, voilà. Et puis tu le divises par 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards. Et tu prends tout ça et tu le rentres dans ce petit point. Voilà. Et ça, quand ça sort, c'est le Big Bang. À 12 ans, elle me regarde et elle me dit, mais si on a été dans ce petit point, alors on y est toujours. Je dis, mais comment, toi, tu peux savoir ça? Voilà. Je n'ai pas entendu un philosophe qui l'ait dit. C'est le principe même de la mécanique quantique. Voilà. Je ne sais pas, c'est naturel, c'est évident. Voilà. Et Nassim Haramein, qui est un chercheur qui propose une théorie d'unification de l'univers, alors oui, c'est encore plus génial. Ça fait 30 ans qu'il travaille là-dessus. Il a proposé une théorie d'unification de l'univers. Pour lui, l'univers, c'est un trou noir. Et dans sa théorie, donc, le proton est un trou noir. Et d'abord, il fait un travail à partir de la géométrie. Donc, la communauté scientifique n'en veut pas, on ne propose pas de théorie de l'univers à base de géométrie, il faut une description mathématique. Donc il se met avec un mathématicien, il travaille, il propose une théorie et ils arrivent à cette idée que l'univers est un trou noir et que tout est connecté, que tous les atomes qui le constituent ont l'information de tous les atomes de l'univers. Voilà. Et là-dessus, sur la démonstration mathématique, il y a une erreur de 4% par rapport au rayon du proton, tel qu'il est calculé aujourd'hui. Et il est content parce que quand même,
elle tient la route, sa théorie, mais il dit, mais quand même, 4%, c'est quand même un peu embêtant. Et il dit, mais soit je refais ma théorie, soit je dis, je pense que ma théorie est juste et que le rayon du proton est faux. 2 mois après, le CERN annonce qu'ils ont recalculé le rayon du proton et c'est lui qui a raison. Il est en deçà de l'erreur de probabilité de l'expérimentation. Voilà. Donc je pense qu'on est dans un univers connecté et que ça va de plus en plus, les informations vont de plus en plus vite. Et donc lui, quand il raconte son travail à son enfant qui à l'époque a 8 ans, il aurait dit, mais papa, t'as mis 30 ans pour trouver ça. C'est hallucinant. Voilà. Et voilà, moi je le vois franchement, je le vois déjà la génération en dessous. Des fois, j'accompagne un peu des jeunes qui ont l'âge d'être mes enfants pour essayer de comprendre, parce que moi, je fais un travail de compréhension, donc je dis, voilà, essayez de comprendre. Ils vont, mais à une vitesse à laquelle moi, je n'arrive pas. Voilà. Moi, j'arrive, j'ai 69 ans, et je vois je ne dis pas que ça se fait comme ça se fait toujours comme ça, mais c'est le moment où ça fait comme ça, il faut du travail avant. Mais je trouve que les jeunes y arrivent beaucoup, et je trouve alors, vraiment les très jeunes, bon, très très vite. Et en fait, c'est nous qui les freinons. Ouais. On les freine parce qu'on pense qu'on apprend du passé, et ça c'est une erreur fondamentale. On apprend de l'avenir, et l'avenir c'est nous qui l'inventons en posant une intention. Si je pose une intention, je pose l'intention que telle personne avec laquelle je suis encore un peu, je pose cette intention que dans 1 an, je serai en paix totale avec cette personne. À ce moment-là, je crée l'avenir. Et le temps, c'est ce qui va me permettre d'aller de cet état de semi-friction à un état de paix totale. Voilà. Et pour ça, il faut, vous savez, il y a une chanson de Léo Ferré qui dit « Monsieur mon passé, laissez-moi passer ». Je crois que vraiment c'est ça. Il faut, voilà, toute l'histoire, tout le passé, c'est... Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? On apprend que des dates de guerre, des batailles, voilà. Et on n'en a tiré aucun enseignement. Si encore on disait, oui, mais là, vous vous rendez compte, à telle époque, on a fait la guerre, François Ier, le camp du Drador, avec... Voilà. Et puis, mais alors au bout du compte, c'est combien de massacres? Non, mais on ne parle pas de ça. On parle juste de la guerre, et puis c'est nous, on a gagné. Ah, puis c'est là, on a perdu, voilà. Mais voilà. Et je pense que... si on arrive à faire ce travail, et les enfants le font pour nous. Et après tout, dernier truc que j'ai fait, c'était avant-hier, parce que comme c'était les vacances, je voulais leur montrer un petit film. C'est une l'île de Majuli. C'est la plus grande île fluviale du monde. C'est sur le Brahmapoutre en Inde. Et c'est une île où il y a 150 000 personnes qui vivent dessus. Et en fait, comme il y a eu des barrages, etc., ça a déséquilibré l'écosystème du fleuve et l'île est en train d'être érodée et le Brahmapoutre sépare en plusieurs îlots. Et vous voyez l'île qui s'effondre. Alors le gouvernement indien envoie des experts qui mettent des pieux de ciment, qui mettent des sacs de sable et qui disent « Oui, nous on va trouver, voilà, c'est... » Et puis vous voyez, et ça tombe. Et ça tombe, et ça tombe. Et il y a un moment où les gens qui disent mais les arbres qui sont là, ils vont tomber, donc on va les couper, on les jette à l'eau pour les envoyer en bateau, pour les vendre, pour au moins qu'on part gagner, avoir un peu de sous. Et sur un des îlots, il y a un homme, 30 ans plus tôt, qui a dit il faut planter des arbres. Et tout le monde a rigolé. Et bien il a commencé à planter des arbres. Et lui, sur son îlot, il est revenu des éléphants. C'est un paradis. Il a planté en 30 ans des dizaines de milliers d'arbres. Il a stabilisé son îlot et son îlot, il ne bouge plus. Voilà. Et quand je montre ça aux enfants, je dis, alors, c'est quoi la leçon? Parce que dans la présentation, quelqu'un, à un moment, le journaliste dit qu'en fait, c'est une métaphore de ce qui nous arrive sur la planète. Alors évidemment, il y a une petite de 5 ans qui dit il faut planter des arbres. Je dis oui, c'est bien pour planter des arbres, mais allons un peu plus loin, puisque c'est une métaphore. Et il y a un gamin, je ne sais pas, 5-6 ans, qui dit il faut faire la paix. C'est pas beau ça? Voilà. Et donc, si je pense, je parle pour moi là, que je peux amener quelque chose à des enfants,
c'est leur montrer, du reste, le cours que je leur fais s'appelle la liberté de penser. Voilà. Vous êtes libre de penser. Et le premier cours que je leur fais, c'est marrant parce que il y avait un des gamins qui était en colère. Voilà. Ah non, ils ont eu un remplaçant à l'école qui leur a pourri la vie, mais qui les a insultés, voilà. Et j'ai essayé de leur faire comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi cet homme faisait ça avec des gamins. Et on a fait un jeu où ils ont compris que quand ils étaient en colère, qu'ils n'arrivaient pas à diriger la colère, par exemple sur leurs parents, et bien il a retourné contre eux. Une gamine qui me dit, ben oui, moi un jour je me rappelle, j'avais fait un très beau bonhomme de neige, et puis je n'étais pas content et je l'ai cassé. Voilà. Et tous les enfants avaient une histoire. Et je les invite à travailler là-dessus. Et je leur dis, ben, on va prendre un exemple. Quand par exemple il y a un problème avec vos parents, comment vous gérez votre colère? Mais c'est un exemple. Voilà. Et puis chacun se met à raconter un exemple avec quand ils sont en colère avec leurs parents, comment ils gèrent la colère. Et au bout d'un moment, j'ai dit, je vous ai posé une question et je vous ai donné une indication. Mais c'est un exemple, hein, vous êtes libre. Et vous avez tous suivi mon indication. Et on a dit, oui, mais c'est normal, c'est parce que tu nous as dit que... J'ai dit, bon d'accord, vous êtes bien, on est bien d'accord maintenant. Hein, voilà. Donc on va recommencer, on refait un exercice. Et je vous donne un exemple, hein, c'est juste pour vous montrer comment on peut travailler. Ils ont repris l'exemple et ils ont tous suivi mon exemple. Et là je leur dis, vous étiez prévenus là? Et je vois ma petite voisine Amandine qui a 9 ans, elle a fait, oh! Et elle a compris qu'en fait, je pouvais induire quelque chose qui faisait donc elle n'était pas libre de penser. Et c'est nous les parents, comme on a été, c'est pas un jugement, hein, nous on nous a formatés. Voilà. Et bien eux, on continue à les formater. Et c'est très marrant parce que c'est juste une anecdote, mais comment ce cours s'est arrêté, c'est que, en fait, c'est quand même des petits. Donc au début, j'ai pris les 26, puis c'était pas gérable. Donc j'ai dit, c'est des volontaires, donc chacun qui veut, qui suit, le groupe, etc. Et vraiment, mais des tout petits gamins sur des problèmes philosophiques qui étaient vraiment, voilà, et qui étaient heureux en plus de voir qu'on leur posait on les amenait à des pensées intelligentes et qu'ils étaient contents d'eux-mêmes, quoi, de pouvoir. Et bon, comme c'était le vendredi, le dernier jour par semaine, des fois c'était un peu agité, voilà. Mais ça se passait bien. Et puis à un moment donné, il y a une gamine qui était venue la première fois et puis qui n'était pas revenue, hein, et puis qui vient et hop, je sens que l'énergie s'en va, il y a un truc comme ça qui se passe. Et je lui dis, mais pourquoi tu es là? On va jouer dehors. Elle me dit, je suis obligée. Sur le coup, je dis, mais t'es pas obligé, c'est libre. Et elle me dit, si, je suis obligé. Et sur le coup, bon, je termine. Et puis, comme on est à 2 jours des vacances, je vais voir donc l'assistante qui s'occupe des temps périscolaires, donc qui gère les gamins qui ne sont pas en cours avec moi. Et je lui dis, mais pourquoi Elisa? Et elle m'a dit que c'est obligé. On est bien d'accord, c'est libre. Elle dit, oui, mais parce que nous, on leur donne un cadre. Quand ils suivent une activité, le cadre, c'est de leur dire, oui, mais c'est bien que vous suivez... quand vous avez dit oui, c'est jusqu'à la fin. Je dis, ouais, mais tu dis à une petite de 10 ans, elle est venue une fois, elle a testé. Ça lui plaît pas, elle va jouer dehors. Comment moi, je peux apprendre la liberté de penser à un enfant qui est obligé de venir? C'est pas possible. Et là, j'ai vu tout de suite, donc on est vraiment sur une frange. Hein. En même temps, je comprends, c'est normal qu'il y ait un cadre. Mais je trouve que... je ne sais pas là, comment faire. Enfin, moi, j'ai dit, voilà, je pose la question. J'en ai parlé avec la mère, parce que c'est elle qui est responsable des temps d'activité. Ouais. J'ai posé ça et j'ai dit, voilà, moi, je ne fais pas un cours sur la liberté de penser si les enfants sont obligés de venir, quelle que soit la raison. Voilà. Interpellé sur le changement de mode de façon de penser. Oui. Pas forcément par rapport à ce que vous avez évoqué ici, mais par rapport à la vidéo que j'ai vue avant de venir. Et il me semble qu'à un moment donné, dans la vidéo, vous parlez d'un moment, c'est cité comme un moment de bascule, de basculement. Oui. Voilà. Et
j'aimerais bien savoir, dans votre expérience, si c'est possible, hein, Oui. c'était quoi ce moment de bascule, si vous l'avez repéré? Alors, comme ça, je sais pas, mais bon, en fait, c'est des moments de bascule, et il y a des moments qui sont peut-être plus porteurs que d'autres. Alors, d'abord, le postulat que je prends, c'est que c'est la pensée qui crée le monde. Voilà, nous sommes des êtres de pensée. C'est la fameuse phrase, je pense, donc je suis. Je crée le monde par ma pensée. Or, nous pensons de façon binaire. C'est la fameuse condamnation du jardin d'Éden, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le bien, le mal, le jour et la nuit, la droite et la gauche, etc. Et c'est un jugement permanent. Voilà. Je vous raconte juste une anecdote. J'ai un ami qui m'a... un jour, je suis allé dans un concert, parce qu'on a un petit festival de musique, avec une super pianiste que j'ai adorée, qui jouait le concerto numéro 2 de Chopin, opus 9. Ouais. Et vraiment, je crois que c'est la plus belle révélation de musique que j'ai eue de ma vie. Et je parle avec un ami qui est mort entre-temps, qui est parti, et qui est un mélomane extraordinaire, et qui m'invite à aller faire une étude comparative de la façon de jouer, voilà. Et il me donne des Paulini, Arao, Rubinstein, Rachmaninov, etc. Donc il me met quand même de grosses pointures. Et il me dit simplement, tu écoutes en aveugle. Et, voilà. Et petit à petit, à force d'écouter en aveugle, j'ai enlevé mon jugement, puisque je ne savais pas qui jouait. Et après, j'allais regarder, j'ai fait ça sur YouTube, j'allais regarder et je voyais à qui correspondait. Voilà. Et récemment, j'écoutais, j'avais mis, pareil sur YouTube, et j'avais mis les nocturnes de Chopin, j'écoutais ça, comme ça. Et puis à un moment donné, je me laisse porter par quelque chose, et puis je vais voir sur l'ordinateur qui est en train de jouer. Et là, je ne sais pas qui joue, mais il y a... en gros, c'est Chopin méditatif. C'est un enregistrement qui aide à la méditation. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais alors, c'est beau ou c'est pas beau? Je vous jure, j'ai été incapable, j'ai dû m'arrêter d'écouter la musique parce que je suis rentré en guerre avec moi à ce moment-là. C'est-à-dire, je suis retombé dans une pensée binaire. Et je crois qu'il n'y a que dans l'instant présent, qui peut durer éternellement, c'est-à-dire quand on n'est pas justement dans cette pensée binaire, qu'on est dans l'état méditatif, qu'on est uni à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce qui m'a permis, moi, en fait, des mouvements de bascule? Je ne sais pas si je dis un mouvement de bascule, je ne me rappelle pas, mais des mouvements de bascule, il y en a eu plein. C'est chaque expérience de la vie est un moment de bascule. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose et je prends conscience de ce que j'ai fait. Donc, si c'est quelque chose de pas terrible, je me mortifie, je suis un connard, je suis un imbécile. Ouais. Voilà. Et le moment de bascule, un des moments de bascule, c'est quand je prends simplement conscience que, vous connaissez le 4e accord Toltec, je fais de mon mieux. Voilà. Finalement, dans la première maison, je m'engueulais quand ça allait pas, quoi. Et avant de faire cette maison, je savais même pas changer un joint de robinet. Alors, putain, j'ai quand même fait une maison, quoi. Et dans la deuxième maison, où il y a des choses que j'avais besoin de quelqu'un pour travailler avec moi, notamment sur la charpente, parce que je n'avais pas cette expérience-là, on a fait des erreurs. En plus, c'était un jeune charpentier, et je lui ai demandé s'il était d'accord pour travailler avec moi. Il m'a dit oui, mais j'ai jamais fait de maison à part entière. Lui, il travaille dans des équipes. Je lui ai dit c'est pas grave, moi j'ai déjà fait une. 2 mois après, il rigolait en me disant t'as été gonflé de me dire ça. Et en fait, on a fait quelques erreurs. Mais alors vraiment, c'est aucune colère, quoi. Je
suis en colère contre personne, je ne vais pas faire de procès en décennat, je m'en fous. Eh ben oui, on avait sous-calculé, j'ai pas dit au gamin, parce que c'était un gamin, il avait 25 ans, je lui ai pas dit, t'as pas calculé ton truc, puisque c'est moi qui lui ai dit que j'en avais déjà fait une. Donc j'ai revendu le bois, j'en ai racheté. On avait des poutres, on a fait des fausses poutres en I pour le plancher qui est isolé en paille. Bon, elles étaient trop souples, et ben, tant pis, j'ai coupé les portées en deux en remettant du soutènement dessous. Et voilà, et tout marche. Dès que, et je me dis quand même, parce que si je m'engueule quand je fais une connerie, au moins je me dis, putain, j'ai quand même construit une maison, quoi. Hein? C'est pas la peur qui est un effet bloquant. Comment? C'est la peur, qui est un effet bien sûr. bloquant, parce que quand tu connais ton passé, tu le maîtrises, donc on n'a pas peur. Ouais. L'avenir, les trois quarts des gens ont peur. On parlait de basculement, mais ils ont peur du basculement, ils ont peur du changement, ils ont peur de changer. Oui, de l'inconnu. C'est l'inconnu qui fait peur. C'est l'inconnu qui fait peur. Quel risque je prends? Moi, j'ai vu un dessin très intéressant sur internet où on voit juste deux images. Il y a une première image, c'est on peut dire un candidat à la présidentielle, quoi, avec du public en dessous. Et donc la personne qui parle dit qui veut du changement? Et tout le monde fait ouais, c'est ça. Et la deuxième case c'est qui veut changer? Et tout le monde est comme ça. C'est bien résumé. Alors, moi, l'histoire de la peur, vous savez, les sages orientaux disent qu'il y a deux sentiments, la peur et l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Je l'ai expérimenté, pour moi, je confirme. Voilà. La peur, on la projette dans l'avenir, mais elle a à voir avec le passé. Christiane Singer, je ne sais pas si vous avez vu ce livre extraordinaire qui s'appelle « Dernier fragment d'un grand voyage », où elle raconte sa mort, en direct. Hein. Et quelques jours avant de mourir, elle écrit « Le pessimiste m'ennuie à mourir, il croit si bêtement que ce qui s'est passé va se reproduire. » Voilà. Et je crois que c'est ça vraiment parle de changement de paradigme. C'est presque comme si je le touchais aujourd'hui, ce changement de paradigme. Parce que si vous l'expérimentez à l'intérieur de vous, si moi je l'expérimente, tout le monde peut l'expérimenter. De là d'où je viens, je peux vous garantir. Hein. Voilà. J'étais vraiment dans l'ancien paradigme. Hein. J'étais dans la compétition, j'étais vraiment complètement. Voilà. Aujourd'hui, voilà, je suis dans un autre paradigme. Donc si je le suis, tout le monde peut l'être. Et c'est ça, c'est ce changement, on crée le monde en pensée. Si je change de pensée, je crée un nouveau monde. Et il viendra quand il viendra, c'est-à-dire que le temps est ce qui est nécessaire pour aller d'une pensée à une autre, c'est tout, c'est simple. Hein. Mais faites l'expérience. Vous avez un problème avec quelqu'un, par exemple. Et vous dites, ah, lui, je vais enfermer lui, je vais le prendre dans mes bras, je vais l'embrasser. Je ne sais combien de fois j'ai fait ce jeu-là. Il faut quand même que l'autre soit d'accord. Comment? Non. Quoi? En pensée. En pensée. C'est extraordinaire. Non, en pensée. J'ai une question par rapport au passé, parce qu'on parle du passé, des émotions. Moi, je m'aperçois que les émotions, j'en discutais, et donc en fait, la problématique, quand on a des émotions cette semaine, moi je me suis engueulé avec la plupart des gens de la famille, et c'est curieux parce que ces énergies-là, quand il y a un moment, une espèce de conflit qui est latent, on s'aperçoit que quand on est en période de conflit, toutes les personnes qui nous entourent, ils arrivent au moment où ils envoient ce qu'on appelle des scuds et des conversations très, très méchantes. Et la difficulté, et c'est là où j'en viens, est-ce que, pour prendre du recul, est-ce que c'est un peu s'oublier soi, c'est-à-dire s'oublier ce qu'on a dans le passé, quelque part, pour justement aller sur un niveau beaucoup plus, je veux dire, pas de recul, mais quelque part plus sage. Alors, pour moi, il y a une étape avant. Voilà. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui me dit, oui, mais alors je suis en conflit avec, etc. Ouais. Et je lui dis, ben, ok, l'autre est celui qui te renvoie le conflit. Oui. Donc, enlève-le. Tu le remplaces par quelqu'un d'autre ou par personne. Oui. Toi, tu es dans une relation de conflit. Oui. Donc, tu commences par récupérer ce conflit. Pour moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que l'autre n'arrive que dans la relation pour te renvoyer exactement ce que tu es et il te fait un cadeau, il te dit voilà ce que tu es, tu me regardes, voilà ce que tu es, et tu me vois en conflit ou tu me vois dans la lumière, c'est pareil. Hein. Et maintenant, tu le récupères. Et si je vois, des fois, on rencontre des gens comme ça qui sont lumineux et on n'ose pas penser. Mais il est pareil, celui qui est lumineux, il me renvoie que je suis lumineux.
merci, et voilà, je me l'autorise. Mais pareil dans le conflit. Si je suis en guerre avec quelqu'un, il me renvoie ma propre guerre. Ça, alors, moi je l'expérimente, hein, puis je le fais même au quotidien. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un problème, je dis alors, j'en suis où moi, voilà. Est-ce que je suis toujours en guerre? Est-ce que je peux faire la paix? Voilà. Et j'ai cet exercice de la pensée qui fait que je fais cet exercice, je prends l'autre dans mes bras. Alors des fois c'est super, ça marche bien, des fois c'est je peux pas, c'est pas possible. Je dis, alors si tu peux pas, ben, tu restes en guerre. Et l'autre c'est un cadeau à ce moment-là. Voilà. Ok. Et après, bien sûr que le fond du fond, c'est d'être en paix avec soi. Mais quand on est en paix avec soi, moi je pense que les autres sont en paix avec moi. Il y a 30 ans en arrière, j'avais un cabinet d'assurance et je me rappelle quand j'arrivais au bureau, j'allais pas bien. Hein, voilà. J'étais à la fois prof de boxe, assureur, j'ai arrivé en port, j'étais complètement dépressif. Alors, Et quand j'arrivais au bureau que j'allais pas bien, je me rappelle il y avait un couple. Elle était au 5e étage et puis lui il partait au bureau et alors il se regardait comme ça et puis ça a duré 10 minutes. Je me dis regarde-moi ces imbéciles, ils vont se revoir ce soir mais et quand j'arrivais que j'étais content je vois qu'ils sont mignons. En fait c'est moi qui crée la situation extérieure, en fait, elle ne fait que me renvoyer. C'est moi qui la juge, c'est moi qui la projette. En fait, je crois qu'elle n'existe même pas, quoi. C'est une illusion. Voilà. On crée le monde. Je ne sais plus qui disait, c'est, comment il s'appelle Laurent Lévy. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est très intéressant sur YouTube, vous tapez Laurent Lévy comme ça. Et quand il parle, j'ai perdu le truc. L'expérience qu'il fait quand il est dépressif, justement, il a tout pour réussir. Ouais. Dépressif. C'est un ami qui vient le voir et qui lui dit est-ce que tu as envie Oui, voilà. Est-ce que tu as envie d'être heureux c'est un gars, tout lui réussit. Il va en Amérique, il veut chanter, il devient chanteur. Il veut une super nana, il a une super nana. Il monte une entreprise, elle marche super bien. Tout lui réussit, mais tout lui réussit. Et puis, il est tout le temps en train de... Et à 30 ans, il retourne vivre chez ses parents, alors qu'il a de l'argent et tout. Voilà. Et un jour, il y a un ami qui lui dit je vais te poser une question, Laurent, mais tu ne me réponds pas. Est-ce que tu as vraiment envie d'être heureux? Alors il dit mais non, tu ne me réponds pas. Et il s'en va. Et ça a été son déclic. Il s'est aperçu qu'en fait, il était le seul à ne pas vouloir son propre bonheur. Voilà. Et là, il y a de la peur. Hein, parce que, est-ce qu'on peut se projeter? Moi, je l'ai vécu un jour. Un jour, je me suis dit, mais j'ai essayé de me projeter dans la joie de vivre, c'est-à-dire moi, pleinement heureux, un peu comme je suis aujourd'hui, quoi. Ça m'a fait une peur, je vous le jure. Hein, je dis non, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'avais peur d'être heureux. Voilà. J'ai vu il y a pas longtemps, alors je ne vais pas savoir le citer exactement, mais une phrase qui dit on n'a pas peur de ce qu'on ne peut pas faire, on a peur de son propre pouvoir. Oui, c'est ça. Et c'est vrai ça. Oui, c'est ça. La liberté, ça fait c'est peur. Ça. La liberté de tout ce qu'on peut faire. C'est ça. Ouais. Et en fait, là où je me suis fait piéger, c'est que en fait, je me suis mis à vivre des moments de bonheur. Et je me suis dit, c'est génial. Mais quand je suis encore, des fois le matin, je me réveille un peu la tête et que je projette une belle journée, j'ai vraiment du mal. Je me dis, non, mais tu vas le faire. Voilà. Et ça marche. Et en fait, quand le bonheur arrive, je trouve ça génial. Mais quand je ne suis pas dans le bonheur, que je me projette heureux, eh ben j'ai une grosse... Pareil ? Ouais, c'est dingue, hein ? C'est dingue, hein ? Mais je pense que c'est nos éducations, parler de binaire, d'état, quelque part, quand on a la notion de bien et de mal, on se met des cloisons sur le bonheur. Exactement. Quand on dit que le bonheur existe, on se dit, il n'y a pas de barrière. Donc, comme il n'y a pas de barrière, on se dit, c'est assez fluide. Et en même temps, mais quand on se met les barrières, on se dit, est-ce que ça, exactement. Est-ce que j'ai le droit? Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai droit à ça? Est-ce que j'ai droit à être heureux? Et chez humain, et là, on se met des cloisons. Oui. Mais quand même, c'est... Ouais. Et en fait, je pense qu'on est seul à décider
d'être heureux ou pas heureux. Hein, c'est la question posée à Laurent Guénon. On parlait d'animal. Ça se travaille. Ça se travaille. Ah oui, non, c'est quand je dis on est seul à décider, c'est pas comme ça. Mais ça se travaille. Mais on est seul. On le crée en pensée. Voilà. Alors, je peux juste parler un tout petit moment justement sur les attentats. La question que m'ont posée Aurélien et Virginie, c'est qu'est-ce que les attentats cachent? Et j'ai dit les attentats ne cachent rien, ils montrent ce qui était caché. Voilà. Je pense que ce qui se passe comment il s'appelle c'est pas grave, qui dit comment veux-tu qu'il y ait de la paix là devant s'il n'y a pas de la paix là dedans. Voilà. Je crois que si nous créons nous collectivement le monde, les attentats à l'extérieur sont le reflet de nos guerres intérieures. Voilà. Je vais même aller loin, je vais dire c'est pas les bombes qui créent les blessures, c'est la lumière des bombes qui éclaire nos blessures internes. En tout cas, c'est le seul moyen que j'ai trouvé moi d'agir. Parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà. Je peux voter pour qui? Qu'est-ce que je peux faire? Écrire des livres? Oui, d'accord, mais bon. Profondément, là où j'agis, c'est là où je fais la paix en moi. Si je fais la paix en moi, il y a un peu plus de paix dans le monde. Voilà. Alors évidemment, c'est pas facile. Hein. Quelqu'un qui a eu... un ami qui est mort dans les attentats. Et la réalité, c'est que ça continue. Je parle à un moment donné, je ne sais plus comment il s'appelait, Servageant, là sur France Inter, après les attentats à Paris, qui dit est-ce que ça va s'arrêter un jour? Et je lui réponds non, madame, ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi ça s'arrêterait? Est-ce qu'on a tué tous les opposants au système capitaliste mondial? Non, on ne les a pas tués. On n'a pas tué leurs enfants, parce que si on tue que les parents et les enfants, demain, ils vont venir, ils vont se venger. Voilà. Est-ce qu'on a compris la leçon? Que déjà, c'est nous qui les générons, ces attentats, parce que quand même, il faut regarder, nous sommes le deuxième fabricant d'armes mondial. Nous basons notre économie sur la fabrication d'armes. Est-ce que nous pensons que nous pouvons fabriquer des armes qui vont tuer les enfants des autres et que quand c'est les nôtres, on va pleurer? Il faut être cohérent. Là, il faut être cohérent. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je pense qu'il y a... Est-ce que, je l'écris dans le livre, je dis, je réprouve les iniquités commises par l'État français contre les autres humains et contre la nature, et je suis prêt à payer de mon confort qu'on arrête de fabriquer des armes. Parce que j'en ai un confort, moi aussi. Hein, parce que ça va servir à financer de la santé, etc. C'est comme ça. On crée de la croissance avec la fabrication d'armes qui va permettre de financer la sécurité sociale quand même. Oui, mais voilà, si c'est intéressant de voir comment. D'accord, mais si demain t'as pas de pub, demain tu fabriques des armes, t'as plus de public. C'est comme si demain tu fabriques des yaourts et personne n'en veut plus. Ouais. Les yaourts, tu te les prends, tu te les gardes. Ouais. Ils vont se annihiler obligatoirement. Donc je pense que, enfin, c'est un point de vue, c'est qu'à un moment donné, je pense que ce qui peut aussi, tu parlais des enfants, c'est l'éclairage intellectuel, spirituel ou intellectuel, peu importe, c'est que dès le plus jeune âge, c'est de suffisamment ouvrir, éduquer dans le sens de l'ouverture, de la compréhension, qui va amener chacun à dire mais là, non, ou bien ou mal, peu importe, je m'en fous des notions philosophiques, mais de dire non, là, ces arbres, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas, parce que j'aurais eu l'analyse. Oui. Et tu sais très bien on sait très bien que souvent les conflits émergent de la méconnaissance, de l'ignorance. C'est l'ignorance souvent qui génère le conflit et beaucoup de choses. Le manque d'avenir, c'est quand même... de la peur de l'inconnu. Pardon? La peur de l'inconnu. Non, c'est bien ça. Non, la peur de l'inconnu, elle vient après. C'est que si tu as été ouvert au fait que voilà, les armes, ça sert à ça et c'est pas forcément bien. C'est vrai pour tout. C'est quand même l'ouverture d'esprit. Donc, quand tu dis on va jouer les enfants, ils ont une ouverture d'esprit qu'il faut conserver. Oui. C'est ça, c'est la non-ignorance, l'ignorance dramatique. Ouais. On dit toujours, comme la religion, on dit c'est le peuple du peuple. Donc là, c'est l'ignorance et générateur de conflits, forcément. Parce que personne n'a le recul pour... oui, mais qui veut être ignorant est ignorant.
qui veut dire, oui, mais tout le monde n'est pas égaux non plus. Hein. On n'est pas Non, égal. mais on est d'accord. Chacun a son bout de chemin à faire. Hein. Il y a une problématique de télévision, d'internet, d'image. Les images, Oui. actuellement. Moi, je trouve que ce que l'on présente aujourd'hui crée des conflits parce qu'on ne regarde pas ce qu'il y a derrière l'image. Oui. Et quand on regarde ce qu'il y a derrière l'image, on s'aperçoit que les gens s'entendent et qu'on arrive, je dirais, d'abord à dialoguer et à avoir cette paix, je dirais, Oui. qu'on veut. Oui. Mais je pense que la difficulté, c'est d'aller au-delà des images. Quand on nous montre des images, on dit tel peuple, c'est un renégat. Et donc on crée en fait dans ces images un peuple qui va dire, eux ils vont créer ces images de haine et de tension. Ce qui fait que ça va générer des conflits, des petits conflits, et donc ça va servir, je dirais, aux intérêts des gens qui vendent des armes. Bien sûr. Ça, Après, le système, ce que Guy Debord appelait la société du spectacle dans les années 70, le système capitalisme mondialisé, oui, c'est un théâtre, quoi. C'est fait pour faire de la croissance économique. Du reste, pourquoi on a besoin de croissance économique ? Pour payer les intérêts de la dette. Pourquoi on paye les intérêts de la dette ? Parce qu'on est passé de l'argent créé par l'État à des banques privées à qui on doit payer des intérêts. C'est un truc, c'est aberrant. C'est très peu dit, ça. C'est très peu su. De plus en plus, parce que voilà, vous êtes un peu dans un milieu qui va s'informer. Mais bon, j'ai pas la télé, donc je peux pas dire que j'ai jamais entendu la télé, mais c'est un coup d'État. Ça. Du reste, en Amérique, ils ont appelé ça un coup d'État, quoi. Où d'un seul coup, la création de l'argent a été confiée aux banques privées. Voilà. Après, donc, voilà, on est dans ce système où effectivement... Alors, pour aller au bout des choses, voilà, c'est contre quoi on est en lutte ? Moi, je reviens, on est en lutte contre nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'ego. Le moi, je. Voilà. Ego, c'est moi et je en grec. Donc, moi, je, c'est ego. Voilà. Ça, c'est à moi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est 7 milliards sur la Terre, il n'y en a pas assez pour tout le monde, et c'est moi, c'est la sélection naturelle, adaptée à la société humaine, et s'il y en a un des deux qui vit, ça doit être le plus fort. Donc je vais essayer d'être le plus fort, c'est tout, c'est simple. Et ce paradigme, on voit bien qu'il est allé au bout, et qu'il ne marche plus. C'est-à-dire, regarde, il y a deux solutions, c'est-à-dire soit on va tous mourir ensemble, soit on rentre doucement dans un enfer éternel. Parce que c'est possible, hein. On est en train de rentrer dans une dictature mondialisée. Ça, c'est une chose que montrent les attentats. On est en train de rentrer dans une dictature mondialisée et c'est la dictature de la civilisation marchande. Voilà. Regardez partout, vous verrez que les États s'arrangent pour que nous consommions de plus en plus. Voilà. Le Grenelle de l'environnement, moi je m'excuse, je fais une maison en paille, je suis déclassé dans le Grenelle de l'environnement, pour moi ma maison n'existe même pas. Mes voisins qui ont des maisons conformes au Grenelle de l'environnement, ils ont 20 000 € déjà de plus que moi d'équipement, parce qu'ils ont une VMC double flux, parce qu'ils font des tests d'infiltrométrie, parce qu'ils ont un pare-vapeur. Non, mais c'est vrai, Non, mais c'est vrai, mais C'est ridicule. Et quand ils viennent chez moi, ils disent tous, on connaît bien ici, ça c'est une maison écologique. Et on est dans un hameau où c'est que des maisons écologiques. Ils me disent que la mienne elle est écologique. C'est un truc de fou, ça. Voilà. Mais parce qu'ils sont dans une norme technique. Voilà. Et toutes ces normes techniques, mais vraiment, j'ai encore entendu, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, comme j'ai une voiture qui commence un peu à dater, le contrôle technique. Oui. On multiplie par combien le nombre de tests de sécurité ? Enfin, on ne passe à plus de... Je ne sais plus, c'est multiplié au moins par 3. Et vous avez 24 heures pour faire les réparations, sinon vous repayez un truc. Oui, c'est ça. Après, Ça va. Et l'État, il prend 20% à chaque fois au passage de TVA. Vous avez eu les tigotests avec le détecteur de fumée. C'est sans arrêt un nouveau truc qu'on nous impose et qu'on nous fait, sous prétexte de sécurité. L'installation EDF, avec les prises électriques, là. Ah, le Linky ? Non, pas le Linky. Ah, le consuel. Ouais, moi j'ai une histoire géniale avec le consuel dans ma première maison. Dans ma première maison, donc j'ai jamais rien fait. Ma sœur, elle se moque de moi en disant que à l'époque, je n'avais pas changé un joint de robinet, ce qui était vrai. Et donc dans ma deuxième maison,
je voulais faire le plus possible, donc j'allais trouver ces charpentiers, puis j'ai trouvé un électricien. Ça c'est génial, c'est très difficile à trouver ici, mais dans des endroits comme l'Ardèche, l'Aude, etc. Non, mais c'est vrai. Et j'ai dit à un électricien, écoute, voilà, je te paye à l'heure, tu me montres comment on fait, puis je fais moi, puis tu viens vérifier de temps en temps. D'accord. Et donc il me dit, mais d'accord. Voilà. Et puis je lui fais mon plan, je lui dis voilà, ça, il dit, non, ça c'est pas possible ça. Je lui dis comment c'est pas possible, là tu as 2 prises, t'en faut 6, et là il te faut des prises de téléphone dans chaque chambre. Et je lui dis c'est quoi cette histoire ça? Alors il me dit c'est le consuel, tu es obligé, c'est la norme NFC 1500, tu es obligé d'avoir un nombre donné de prises, etc. etc. Oh, je dis non, ça c'est pas possible, c'est impossible. Et donc j'écris à 60 millions de consommateurs qui ne me répondent pas, j'écris à toutes les associations qui vont dans le sens de où je vais moi, personne ne me répond, et puis j'écris au président de la République. Il a répondu bien sûr. Ouais, qui m'a répondu. Et il m'a répondu une lettre de 2 pages, je comprends assez vite les dossiers. J'ai mis 2 heures pour comprendre ce qu'il me disait dedans. Mais entre-temps, j'avais écrit un article dans Politis et il y a un lecteur qui me répond en me disant mais ça c'est du bidon en fait. Il y a une confusion exprès entre la norme NFC 1500 et Promotelec. Et donc, vous êtes obligé de rien. Et donc, en m'appuyant là-dessus, j'ai compris qu'effectivement, le ministre de l'Énergie qui me répondait me disait la même chose. Voilà. Donc, je dis, je fais ce que je veux. Et je fais mon installation, et le gars du consuel vient, qui commence à rentrer, je rencontre dans un bouquin, je l'appelle l'homme qui rit. Il me dit, ça me fait rigoler les maisons en paille, où on se branche à l'électricité. Voilà. Et donc il commence à faire les trucs, tout ça, et puis il trouve 2 bricoles. En plus, c'est mon électricien qui s'était planté parce que c'est lui qui avait monté le tableau, et bon, c'était vraiment 2 bricoles. Et donc il note les 2 bricoles, et il me dit ça il faudra le refaire, et voilà. Et puis il me dit, il manque telle prise. J'ai dit ouais mais ça c'est pas, non ça c'est pas obligatoire. Il me dit si c'est obligatoire. J'ai dit bon on va voir. Donc je vais voir l'électricien, j'ai dit tu me fais une facture pour les 2 corrections, tu fais les corrections, tu me fais une facture, comme ça si j'ai une facture ils ne viendront pas, parce que sinon ils me remettent 110 € pour refaire la vérification. Donc tu me fais une facture, je prends la facture, j'envoie la facture et le gars du consuel me répond c'est ok, mais on vous a fait remarquer que, et là je m'éclate parce que j'ai eu la lettre du et je lui dis pour des raisons économiques et écologiques je n'entends nullement me suréquiper en matériel électrique. Et 2 jours après j'avais mon consuel. Voilà. Et depuis, alors c'est vraiment un truc, parce que je sais que la fille de Pierre Rabhi au hameau début ont eu le problème, donc je leur ai envoyé la lettre, voilà, et ça circule de plus en plus. Si ça vous arrive, que vous construisez, ça il faut le savoir. Et aujourd'hui, alors ça a un peu changé, parce que là, quand j'ai refait mon consuel pour ma nouvelle maison, tout le monde dans le hameau, parce qu'on a tous fait les installations électriques, tout le monde avait peur, etc. Et en fait, le mec, alors vous êtes vraiment, alors lui, il est venu, il a même un truc quand même, c'est que j'avais mal serré les câbles au compteur. Et il commençait à bouger, et il y a des câbles qui commençaient à brûler, ils n'ont même pas vu. Ils s'en foutaient complètement. Et quand je lui ai dit pour les équipements, alors il disait oui, non, mais parce que nous, comprenez, l'électricien, si vous ne mettez pas, vous pouvez lui faire un procès, etc. Bon, et puis finalement, j'ai eu le truc. Maintenant, voilà, ils n'insistent pas. En fait, il y a 5 vérifications. Il y a la prise de la terre, ça c'est très important. Il y a la coupure disjoncteur. Il y a un disjoncteur à 3000, je ne sais plus comment. Voilà. Il faut un certain nombre de prises par ligne. La grosseur du câble, enfin, voilà, c'est très simple. Voilà. C'est très très simple. Et donc il n'y a aucune obligation, mais l'État a volontairement laissé faire, et Promotelec c'est fait par ERDF, les électriciens, donc, et les vendeurs de matériel électrique, et c'est eux qui décident de ce qu'il doit y avoir chez vous, et en vous faisant croire que c'est obligatoire, alors que ça ne l'est pas du tout. Dans le Gauche, je faisais du jus de pomme. Et c'est du pur jus de pomme, c'est-à-dire que c'était un atelier coopératif, et il y avait un technicien qui aidait, et on transformait nous-mêmes ces pommes, et sur le plateau de Sceaux, il y avait des pommiers de plein vent,
Et donc pour faire tourner l'atelier coopératif, il allait voir les propriétaires des pommiers qui s'en occupaient plus. Les gens, c'est extraordinaire quand même. Donc les enfants vont acheter des pommes au supermarché et qui cueillent les pommes sur les arbres qui sont chez eux. C'est assez extraordinaire. Et donc on faisait du jus de pomme, donc on faisait, je sais pas moi, 3000 litres dans la journée de jus de pomme. Bon, moi j'en faisais juste une centaine de litres, puis eux c'était les agriculteurs, donc ils revendaient ça. Et je fais mon jus de pomme, donc les pommes sont cueillies sur l'arbre, qui ne sont pas traitées. Elles sont mises dans un pressoir, c'est pasteurisé à 80 degrés, mis en bouteille, il n'y a rien d'autre. Voilà. Et je reçois une lettre de la Commission européenne, si vous commercialisez vos bouteilles, il est interdit d'écrire pur jus de pomme sur l'étiquette. Je ne sais pas pourquoi, je pense savoir. C'est-à-dire que on a besoin d'induire la confusion entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Et il me dit, mais par contre, vous avez le droit de rajouter du sucre, de mettre ça. Personnellement, si je l'avais vendu, j'aurais mis pur jus de pomme, puis j'aurais attendu de voir ce que me disait la Commission européenne, parce qu'on ne peut pas m'interdire de dire quelque chose qui est vrai, quoi. Voilà. Mais vous voyez, toute cette réglementation qui est derrière, elle ne sert que à nous, parce qu'on a besoin, on est dans ce système-là de la croissance économique. Donc on en a besoin. Voilà. Ça me fait penser au cadre qu'on impose aux enfants, quoi. Pareil. Voilà. Voilà. On en a besoin. Donc il faut qu'on aille dans cette consommation-là. Et donc si c'est des armes, c'est des armes. Si c'est des produits chimiques, j'écoute de temps en temps le journal de France Inter à midi. Et un test dans les cheveux des adolescents, je ne sais pas le nombre de perturbateurs endocriniens. Voilà. C'est hallucinant. Et tout ça, c'est... L'État vient d'interdire l'huile essentielle de plantain. Et la communauté européenne vient de l'interdire. C'est interdit. Voilà. Mais par contre, on vous dit que les pesticides, les nécotinoïdes qui tuent les abeilles, alors ça, vous pouvez les utiliser. L'histoire du purin d'ortie. Ah bah oui, on le fait. Hallucinant, quoi. Mais vous parliez tout à l'heure de la loi du plus fort. Oui. De la sélection naturelle. Ouais. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est dans notre culture, dans notre inconscient, parce qu'on est dans un pays, un climat facile. Mais si on va dans les régions où le climat est beaucoup plus rude, c'est pas la loi du plus fort, c'est la loi de la communauté. Exactement. Parce que tout seul, on ne peut pas survivre, on a absolument besoin de l'autre. Et ça, c'est une pensée complètement occidentale, parce qu'on est dans un climat hyper facile, où tout nous est donné. Alors, c'est pas seulement une question de climat, parce que moi, je l'ai vu, donc j'habite dans un petit village, et j'ai fait un livre d'interview des gens, donc du village, et notamment des gens qui ont commencé, depuis de 80 ans, qui ont commencé à cultiver à la main. Voilà. Et en fait, ils avaient une formule, il dit, on se rendait le temps. C'est-à-dire que quand on fait des moissons à la main, on ne peut pas les faire tout seul. Donc on va tous chez toi, on fait tous les moissons chez toi, et puis le lendemain c'est chez moi, etc. etc. Et dans le web, je me rappelle de voir un gars qui était sur sa machine à vendanger, qui était tout seul. 15 ans avant, il y aurait eu plein de gens qui seraient venus, qui auraient coupé les trucs. C'est-à-dire qu'on a un appareil technologique qui nous permet, on croit, de nous passer des autres. Mais en fait, on est complètement inféodé aux autres, parce que quand il y a une pièce de son tracteur qui pète, et si la pièce elle doit venir de Chine, eh ben, il va falloir la faire venir de Chine. Voilà, c'est simple. Vous savez qu'il n'y a plus qu'un fabricant de maillons de chaînes de vélo, il est en Inde aujourd'hui. Donc même si vous êtes écolo, que vous faites du vélo, vous savez que votre maillon il vient d'Inde. Service à présent, c'est fou, hein. Bon, avec bien Et je trouve justement, parce que moi j'ai un peu assisté au début des mouvements justement du mouvement de la transition, voilà, je trouve que c'est vraiment, c'est pour moi, c'est une des, avec les colibris, c'est vraiment un des mouvements qui me paraît le plus porteur. Voilà. J'ai rencontré encore il y a 2 jours des gens qui disent ouais mais il se passe rien, ouais, mais vous faites quoi vous? Voilà. Et c'est sûr que c'est du travail. Non mais c'est sûr que c'est du boulot.
quand vous décidez de faire quelque chose. Mais en même temps, c'est tellement de plaisir. Nous, on a une maison commune. Et au début, bon, moi, j'étais pas d'accord. Je dis pourquoi il y a une maison commune dans un éco-hameau quel est l'intérêt d'avoir une maison commune, c'est un surcoût, c'est du travail, etc. Et puis j'ai mon voisin, les parents sont portugais, il dit ouais mais nous quand on va en vacances au Portugal, dans le village, ils ont fait une maison commune, c'est génial, parce que quand la lumière est allumée, ben, tu peux rentrer, puis si c'est une partie de cartes, c'est une partie de cartes, sinon on boit le café, on discute, etc. Oh, j'ai dit ça c'est génial, on va faire une maison commune. Mais il y a une condition, on va la faire tous ensemble. Parce qu'en fait c'est la conceptrice du éco-hameau qui avait mis une maison commune parce qu'elle voulait la faire construire par son entreprise. Et je dis d'accord, alors moi je suis d'accord, mais alors on l'a fait nous. Et effectivement on fait un... Bon. Et puis il y a un gars qui n'a pas trop envie de faire cette maison commune. Et en fait, en discutant avec lui, je lui ai montré que en refusant l'obligation du travail, en fait, il se prive du plaisir de la tâche. Parce que ce que j'ai découvert, moi, dans la construction de la maison commune, dont je ne voulais pas au départ, c'est qu'en travaillant tous ensemble, ça a été extraordinaire. Parce qu'on s'est mis d'un seul coup à être ensemble. Voilà. On ne se voit pas parce qu'on est obligé de se voir parce que c'est une réunion ou parce qu'on se croise, on se dit bonjour, on travaille ensemble. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que des gens qui sont plutôt en retrait sont géniaux pour faire quelque chose. Et voilà. Et je crois que c'est ça le changement de paradigme, c'est de comprendre que, et pour moi c'est le 21e siècle, contrairement à ce que pensait Malraux, je pense qu'il sera féminin ou il ne sera pas. C'est-à-dire que nous devons passer dans un paradigme de la coopération. Donc, je crois que là, merci, c'est la clôture.